Christelle Mazur, vous êtes secrétaire générale au lieu unique. En regardant un peu les programmes, est-ce que vous pourriez nous résumer comment fonctionne le lieu unique? Quel est votre rôle au sein de l'institution? Donc effectivement, je suis secrétaire générale du lieu unique depuis 2 ans. J'ai rejoint l'équipe de Patrick Guibert il y a 3 ans, dans un premier temps sur un poste de direction de communication. Et puis aujourd'hui, donc, secrétaire générale au lieu unique, d'une scène nationale, c'est la responsabilité de plusieurs services que sont la communication, les relations publiques, la billetterie et l'accueil. Donc ça représente environ une quinzaine de personnes qui, dans certaines scènes nationales, peuvent travailler indépendamment les unes des autres, mais qui aujourd'hui sont coordonnées par mes soins pour notre activité. I got some troubles, but they won't last. Le lieu unique a un calendrier un peu à géométrie variable. Je dirais que la colonne vertébrale, c'est ce qu'on appelle la saison, c'est-à-dire un ensemble de rendez-vous qui vont avoir lieu de septembre à août, avec des rendez-vous qui vont concerner à la fois le champ du théâtre, de la danse, de la musique, de la magie et du cinéma. Ça représente une quarantaine ou une cinquantaine de rendez-vous. C'est autour de cet axe que vont se constituer notre politique d'abonnement et notre politique tarifaire. On peut dire que sur cette saison, on a des pics d'activité qui prendraient la forme de festivals, c'est-à-dire d'événements beaucoup plus courts, dont le planning de programmation va être très différent de celui de la saison. And pretty soon all my troubles will pass, 'cause I'm in Le lieu unique a pour principale force d'être un corps à plusieurs têtes. La première tête, on l'évoquait tout à l'heure, c'est le lieu de vie. Donc c'est l'endroit dans lequel on se trouve, avec ce bar, ce restaurant, cette librairie. Ça permet en tout cas à un public qui n'est pas nécessairement celui de la culture de s'approprier d'une manière ou d'une autre cet endroit. C'est-à-dire que pour certaines personnes, le lieu unique c'est un bar ou c'est un hammam. Moi quand je suis arrivée à Nantes et que j'ai dit par exemple à mon esthéticienne que je travaillais au lieu unique, elle s'est dit mais pour elle je travaillais au hammam en fait. Donc voilà, il y a des gens qui ne voient qu'une tête de ce corps. Après, notre travail, c'est de faire rentrer petit à petit le consommateur du café à l'espace d'exposition, à la salle de théâtre, à un concert ou à une conférence. Tout ça nous permet d'avoir effectivement une ligne artistique qu'on veut exigeante, qui est tournée entièrement vers la création, mais qui en plus de tout ça se veut toujours un peu décalé. Le lieu unique, c'est un lieu d'utopie et c'est vraiment notre ligne de force sur l'ensemble de la programmation artistique. C'est un travail de patience, ça prend du temps de faire venir les gens sur des propositions de ce type-là. C'est un lieu qui a ouvert depuis 2000, donc je dirais qu'il y a déjà un important travail de sensibilisation qui a été fait. Et les gens, petit à petit, effectivement, se sont trouvés d'autres points d'entrée que le bar ou le restaurant et fréquentent de plus en plus ces expositions, puis en discutant avec les médiatrices, se rendent compte que les lieux uniques, c'est aussi des cours d'architecture, donc vont se faufiler aux cours d'architecture parce qu'ils ont vu une exposition qui s'appelle Théâtre en Utopie et qui est une exposition d'architecture. Puis de cette conférence, un soir, ils sortiront à 20h, se rendront compte qu'il y a plein de monde dans le lieu et apprendront autrement que le lieu unique, c'est aussi des concerts ou des pièces de théâtre. Ils se diront, tiens, et si on prenait le programme? Et si la prochaine fois qu'on vient, on viendrait à 20h30 pour découvrir la salle de spectacle? Voilà, on est vraiment dans un effet millefeuille, un millefeuille réussi, ce qui n'est pas le cas dans tous les lieux. Moi, je connais très bien la scène parisienne, puisque j'ai travaillé pendant plus de 10 ans. S'il y avait des lieux qui étaient similaires au lieu unique à Paris, ça serait le Palais de Tokyo et le 104, principalement. Pour la petite anecdote, il faut savoir que Nicolas Bourriot et Jérôme Sens, qui ont été les premiers directeurs du Palais de Tokyo, sont des gens qui sont venus passer du temps sur le chantier du lieu unique au moment de son ouverture, puisque le lieu unique a ouvert le 1er janvier 2000. Quasiment à la même date, jour que le Palais de Tokyo. Donc ils ont suivi ce chantier, c'est pour ça que vous retrouvez des points communs entre ces endroits en termes d'offres, mais parce que le bassin de population n'est pas le même à Paris qu'ici, je crois qu'il y a des choses qui sont moins réussies au Palais que chez nous, en tout cas en termes de diversification du public. Et je crois que le résultat, en tout cas jusqu'à l'arrivée du directeur actuel, était aussi un résultat plutôt assez critiquable, parce que c'est un endroit qui était fréquenté principalement par une population d'artistes ou de gens du spectacle, ou avec une activité culturelle très importante. Quand je
suis arrivée ici, je passais énormément de temps dans le lieu de vie. J'avais un peu tendance à venir travailler sur une table d'hôte pour observer. Et c'est vrai que quand le lieu ouvre à 11h, on a une population qui vient prendre un café. Donc soit c'est des gens du quartier, des gens qui ont un train à prendre, des gens qui ont des rendez-vous de boulot. Voilà, donc c'est cette population-là. Ensuite, à midi, c'est les gens de la Cité des Congrès ou des bureaux du voisinage qui viennent manger, qui ont 1 heure pour manger avec un ticket restaurant de 8 € et qui viennent pour ça. À 14h, les expositions ouvrent. Donc là, c'est à la fois les gens qui prenaient un café, qui viennent découvrir l'exposition par hasard parce que c'est gratuit et qu'il n'y a pas de barrière de cet ordre-là. Et puis que les médiatrices font un vrai travail aussi d'échange avec des gens qui n'ont pas d'habitude. Le public des expositions qui arrive, le public du hammam, le public de la librairie, le public des conférences à 18h30, puis un public plus jeune qui vient prendre une bière à 18h et qui attend le DJ set de 20h, alors qu'au même moment, il y a le public du spectacle de danse qui arrive. Voilà, que le public de danse, quand il sort de la pièce, il y a un autre DJ qui a pris le relais dans le bar. Voilà, tout ça, ça se croise. C'est pas pour ça que ça marche à tous les coups. En tout cas, la question du frottement, elle est indiscutablement pour moi réussie. On est dans le frottement. On ne prend pas les étudiants du jeudi soir qui sont venus pour fêter leur diplôme et danser. On ne les prend pas par la main pour les emmener le lendemain dans une conférence de philo. On sait bien que ça ne marche pas comme ça. Mais c'est très drôle de voir ces gens se côtoyer dans un endroit, somme toute, de quelques centaines de mètres carrés. Sugar Town.